Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres de ce mercredi 3 juillet. 2 femmes aux commandes de l'Union européenne. La conservatrice allemande Ursula von der Leyen, proche d'Angela Merkel, prendra la tête de la Commission. Christine Lagarde hérite quant à elle de la Banque centrale européenne. Du côté du Parlement européen, les députés ont élu David Sassoli pour présider l'Assemblée à Strasbourg. Mais ce socialiste italien ne sera pas un allié du gouvernement populiste de Rome. Une perquisition a eu lieu ce matin au siège de Renault. Perquisition dans le cadre de l'enquête sur le financement d'une soirée organisée par Carlos Ghosn au château de Versailles. Des manifestations de soutien à Athènes pour saluer la libération de Carola Rackete. La capitaine du Sea-Watch 3 avait été inquiétée par les autorités italiennes pour avoir accosté à Lampedusa avec plusieurs dizaines de migrants. L'Union européenne a fini par choisir ses plus hauts responsables et ce sont 2 femmes qui seront aux commandes des institutions clés. Ursula von der Leyen prendra la tête de la Commission et Christine Lagarde celle de la Banque centrale européenne. Voyez ces portraits signés Stéphanie Morbois. Ursula von der Leyen pourrait donc devenir la première femme à prendre la direction de la Commission européenne si le Parlement européen décide d'approuver ce choix. Elle est de la même famille politique que Jean-Claude Juncker et Angela Merkel, issue du Parti populaire européen, le groupe le plus important du Parlement. Elle a 60 ans, médecin de formation. Elle n'arriverait pas en terre étrangère à Bruxelles car elle est née et a vécu en Belgique jusqu'à son adolescence. Son père a travaillé à un haut niveau de responsabilité à la Commission européenne lors de sa création en 1958. Polyglotte européenne convaincue, c'est une francophile très appréciée par Paris. Toutefois peu connue du grand public européen, elle est actuellement ministre allemande de la Défense. C'est une proche d'Angela Merkel qui l'a nommée ministre dans chacun de ses 4 gouvernements. Elle a un temps été considérée comme la dauphine de la chancelière. Il y a 6 ans qu'Ursula von der Leyen a pris la tête de l'armée allemande et son bilan à ce poste est controversé. Une série de scandales ont en effet éclaboussé la Bundeswehr et son ministère depuis, si bien que le verdict des Allemands est dur. Selon un sondage récent du quotidien Bild, elle est considérée comme l'une des 2 ministres les moins compétents du gouvernement. La seconde femme de cet équilibre parfait, pour citer Donald Tusk, c'est Christine Lagarde au poste de présidente de la Banque centrale européenne. À 63 ans, la directrice du Fonds monétaire international s'est dite très honorée. Nommée à la tête du FMI en 2011, reconduite à ce poste en 2016, elle fait plutôt l'unanimité à Bruxelles. Surnommée la dame de fer du FMI, elle a été intransigeante avec les Grecs sur le déficit public. Première femme à avoir occupé le poste de ministre français de l'économie et des finances sous la présidence de Nicolas Sarkozy, elle est au fait des dossiers. Certains la voient même un temps à l'Elysée, seul accro l'arbitrage trop favorable à Bernard Tapie dans l'affaire Adidas, pour lequel elle a été condamnée pour négligence. Sera-t-elle la première femme à prendre la tête de la BCE? On le saura bientôt. Du côté du Parlement européen, les députés ont élu l'Italien David Sassoli pour présider l'Assemblée. Un ancien journaliste, homme de gauche et adversaire assumé des populistes de la Ligue. Les précisions, Olivier Peggy. C'est cet homme, l'Italien David Sassoli, qui va présider le Parlement européen. Il a été élu ce mercredi au 2e tour du scrutin avec 345 voix sur les 751 députés de ce Parlement. Âgé de 63 ans, ancien journaliste, il est eurodéputé depuis 2009. Il va donc succéder à un autre Italien, Antonio Tajani, qui occupait le poste depuis 2 ans et demi. Il s'est imposé face à 3 concurrents, l'Allemande Ska Keller, l'Espagnol Sira Rego et le Tchèque Jan Zahradil. Élire un président était la première mission pour les députés élus lors des européennes fin mai. L'étau judiciaire se resserre autour de Carlos Ghosn. Le siège de Renault a été perquisitionné ce matin en région parisienne dans le cadre de l'enquête sur le financement d'une soirée organisée par l'ancien PDG de la firme au château de Versailles. Les explications de Johan Massard. Nouvel épisode dans l'affaire Carlos Ghosn. Mercredi matin, une perquisition a eu lieu au siège du groupe Renault à Boulogne-Billancourt. Cette perquisition fait suite à l'ouverture d'une enquête par le parquet de Nanterre visant le financement du mariage de l'ex-PDG de Renault en octobre 2016.
Carlos Ghosn est soupçonné d'avoir obtenu la location du château de Versailles et du Grand Trianon pour la somme de 50 000 € en contrepartie d'une convention de mécénat signée entre l'établissement public et la marque aux losanges. Arrêté en novembre 2018 à Tokyo dans le cadre d'autres affaires au Japon, Carlos Ghosn a été libéré sous caution et est aujourd'hui assigné à résidence dans la capitale japonaise. Pour l'heure, il dément toutes les accusations à son encontre et attend d'être jugé. La France emboîte le pas à une majorité des pays de l'Union et adopte à son tour une loi qui interdit les violences éducatives. Le Sénat a donné son feu vert à la proposition de loi qui bannit les fessées infligées aux enfants, mais aussi les sévices psychologiques. Olivier Peggy. La fessée est désormais interdite en France. Les parlementaires ont définitivement adopté une loi qui interdit les violences éducatives ordinaires. Cela concerne ce qu'on appelle communément la fessée, mais aussi les coups, les gifles, les insultes et les humiliations. Le texte ajoute au Code civil la mention suivante : l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Une phrase qui sera lue à la mairie lors des mariages. Elle figurera aussi sur la première page des carnets de santé des enfants. Cela fait plusieurs années que des associations militent pour une telle loi, mettant en avant le principe d'une éducation bienveillante. En 2010 déjà, une proposition de loi avait été déposée à l'initiative de la pédiatre Edwige Antier. Dès lors que vous levez la main, vous avez perdu l'autorité et en plus, vous effacez la capacité de votre enfant à vous prendre pour un guide. L'enfant n'a pas besoin d'un chef, il a besoin d'un guide. La France est donc devenue le 56e État au monde à abolir la fessée, s'alignant sur la grande majorité des pays européens. La Suède avait ainsi été le premier pays à légiférer en la matière. Au niveau européen, ne reste plus aujourd'hui que le Royaume-Uni, la Belgique, l'Italie et la République tchèque à ne pas bannir les châtiments corporels envers les enfants. Je pourrais pas, Laurent, mardi. Arrête. Selon la Fondation pour l'enfance, 85% des parents français ont déjà eu recours à des violences éducatives ordinaires. Tu entends ce que je te dis ? C'est dingue ça. La violence n'est ni éducative ni ordinaire, a martelé le secrétaire d'État à la protection de l'enfance. L'affaire Vincent Lambert pourrait-elle connaître de nouveaux développements? Les médecins ont encore initié l'arrêt des soins de ce patient après la décision favorable de la Cour de cassation. Mais ses parents, opposés à cette mesure, ont pris la parole aux Nations Unies pour tenter d'inverser le cours de la procédure. L'affaire Vincent Lambert va-t-elle connaître un énième rebondissement? Car ce mardi, les médecins ont à nouveau interrompu les traitements de ce patient tétraplégique et en état végétatif depuis plus de 10 ans. Cet arrêt fait suite à la décision vendredi dernier de la Cour de cassation d'arrêter les soins. Depuis des années, les proches de Vincent Lambert se déchirent sur le sort de cet ex-infirmier. D'un côté, son épouse, favorable à l'arrêt des soins, de l'autre, ses parents qui s'y opposent. Ils ont menacé de poursuivre les médecins en justice pour meurtre. Lundi, la mère de Vincent Lambert s'est rendue au siège pour interpeller les Nations Unies. Je vous adresse aujourd'hui un appel au secours. Sans votre intervention, mon fils, Vincent Lambert, sera euthanasié par un médecin en raison de son handicap cérébral. Il est en état de conscience minimale, mais il n'est pas un légume. Il dort la nuit, se réveille le jour, me regarde quand je lui parle. Il a seulement besoin de recevoir sa nourriture par une sonde. Et c'est d'elle que son médecin veut le priver pour le faire mourir, alors que les experts judiciaires ont affirmé qu'il ne subit pas d'acharnement thérapeutique. Le cas Vincent Lambert est devenu une affaire politique en France autour du débat sensible sur la fin de vie. Plusieurs personnalités ont réagi suite à la décision de suspendre les soins. Le député proche du Rassemblement national Gilbert Collard a qualifié cette nouvelle d'acharnement, avis partagé par l'ancienne ministre Christine Boutin, membre du Parti chrétien-démocrate, qui évoque sa honte d'être française. Le gouvernement, quant à lui, ne prend pas position. Dernière réaction en date, celle du Premier ministre Édouard Philippe, qui a invité à respecter ce que disent les médecins et la loi. Un raid aérien a visé un centre de détention de migrants la nuit dernière en Libye. Des frappes qui ont fait plusieurs dizaines de morts et que le gouvernement d'accord national impute aux troupes du maréchal Haftar qui tentent de s'emparer de Tripoli. L'attaque a suscité de vives condamnations internationales. 40 migrants ont été tués en Libye dans un raid aérien contre leur centre de détention près de Tripoli, la capitale. Au moins 70 personnes ont été blessées, mais le bilan pourrait s'alourdir dans les prochaines heures, selon un porte-parole des secours.
L'attentat est attribué aux forces de Khalifa Haftar qui tentent depuis 3 mois de s'emparer de la capitale. Le gouvernement d'union nationale l'accuse d'avoir mené une attaque préméditée et précise contre le centre de migrants. Les services de secours sont toujours à pied d'œuvre pour retrouver d'éventuels survivants sous les décombres. Des dizaines d'ambulances ont été déployées sur place. Le Haut-Commissariat aux réfugiés s'est dit extrêmement préoccupé par cette situation. Son chef a tenu à faire passer 3 messages clés. Les migrants et réfugiés ne doivent pas être en détention. Les civils ne doivent pas être des cibles. La Libye n'est pas un lieu sûr pour un renvoi des migrants et des réfugiés. Carola Rackete va enfin pouvoir quitter la Sicile. La capitaine du Sea-Watch 3 avait été inquiétée par les autorités italiennes après avoir accosté à Lampedusa pour permettre à plusieurs dizaines de migrants de débarquer. À Athènes, sa libération a été saluée comme une victoire de la solidarité. L'arrestation samedi dernier de la capitaine du Sea-Watch 3, l'allemande Carola Rackete, avait fait grand bruit parmi les associations de défense des droits de l'homme. L'invalidation de son arrestation mardi soir est vécue comme un succès. C'est une victoire du mouvement de solidarité internationale qui a été créé quelques heures après son arrestation. Et cela prouve que les gens ont le pouvoir de montrer que la solidarité gagnera et doit gagner. Plusieurs membres d'Amnesty International ont manifesté à Athènes contre son arrestation, mais aussi contre les charges retenues contre elle, notamment celle d'avoir facilité l'immigration illégale. C'est un décret qui pénalise et criminalise toute forme de solidarité envers les réfugiés. La jeune femme se trouve aujourd'hui dans un endroit secret en raison du nombre de menaces qu'elle a reçues. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, veut l'expulser d'Italie. Carola a suivi son devoir de sauver des vies en mer, a déclaré Amnesty International. Ces actions devraient être célébrées plutôt que d'être criminalisées. Qui affrontera les Américaines en finale de la Coupe du Monde féminine de football? On le saura après le match qui oppose ce soir les Pays-Bas et la Suède. Les précisions de Cyril Collot. Les Néerlandaises préparent sereinement leur demi-finale de Coupe du Monde face à la Suède. Les championnes d'Europe ont l'occasion d'entrer dans l'histoire du football batave et de confirmer leur titre continental décroché il y a 2 ans à domicile. Jusque-là, les Pays-Bas ont taillé leur route sans trembler dans le tournoi, en éliminant notamment le Japon et l'Italie. Pour s'ouvrir les portes d'une première finale, elles devront franchir l'obstacle suédois ce mercredi à 21 h à Lyon. Un adversaire de taille, car les joueuses de Peter Gerhardsson ont multiplié les exploits depuis le début des matchs à élimination directe. Après avoir sorti le Canada, les Suédoises ont créé la sensation des quarts de finale en éliminant l'Allemagne, l'un des grands favoris de la compétition. C'est la fin de ce journal préparé par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous.